On va commencer ce panel qui est destiné à l'efficacité énergétique, énergie renouvelable, comme des opportunités vers une Méditerranée neutre en carbone. Donc, je vais me permettre de donner la parole pour cadrer, introduire la session à Madame la Ministre pour donner son mot. Fadel, Madame. On se retrouve pour une thématique qui nous intéresse à l'échelle mondiale. Le secteur de l'industrie peut contribuer dans cette dynamique de décarbonisation de la planète et de la Méditerranée particulièrement. Et cet échange va nous permettre un échange entre les différentes parties de ce panel, de voir les meilleures pratiques à l'échelle mondiale et de faire ensemble le point de ce qui a été entamé, par exemple en Tunisie, grâce au programme de mise à niveau. On a une modeste expérience en la matière, mais je pense que nos partenaires ont une expérience beaucoup plus grande et je pense qu'aujourd'hui, on est là pour écouter les expériences de nos partenaires et de peut-être sortir avec des recommandations qui nous permettent ensemble de mieux réussir le défi de la décarbonisation. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Et puis permettez-moi d'adresser ma première question à notre invité. C'est Marouane, qui vient d'un pays cher, qui est l'Algérie et qui est directeur général de la PRU, qui est l'équivalent de l'ANME en Algérie. Donc, si Marouane, s'il vous plaît, j'aimerais connaître quels sont les défis des pays en développement. Un pays comme l'Algérie, un pays comme la Tunisie, les défis climatiques des pays en développement et quel rôle pourraient jouer les politiques nationales dans la lutte contre le changement climatique et dans la neutralité carbone à des horizons différents. On parle de 2050, peut-être un peu plus loin, mais quels sont les défis des pays comme l'Algérie et la Tunisie, s'il vous plaît? Merci. Merci pour cette question très, très complexe, très, très générique. Ça me permet un peu de m'étaler un peu à gauche, à droite. C'est ça l'avantage. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce forum, pour l'invitation, mais aussi pour l'excellente organisation et à leur tête, M. Fethi, avec lequel on a une coopération très, très fructueuse. Et j'espère la poursuivre dans ce cadre-là. C'est un cadre régional très, très important qui permet d'ancrer une certaine façon de faire, notamment dans l'industrie. Je vais commencer par un point avec lequel je vais aussi terminer. D'abord, c'est le mode de consommation, entre guillemets, à l'occidental. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est un mode de consommation qui a été qui a été encouragé, qui a été promu, voilà, pendant plusieurs décennies, auquel nous avons aussi adhéré pleinement. Il s'avère que ce mode de consommation très consomériste j'allais dire, à déséquilibrer ou à impacter l'équilibre thermique de la Terre, avec les conséquences directes et indirectes que tout le monde connaît, je ne vais pas les reciter ici, mais aussi avec des conséquences économiques pour les pays, notamment en voie de développement, comme nous le sommes. Je parle de l'augmentation potentielle des crises alimentaires, le stress hydrique accru. Je parle des conséquences économiques, mais aussi pour éliminer les conséquences de ces changements climatiques, notamment voilà, le changement des régimes des précipitations, etc., les inondations, mais aussi la nécessité d'agir en même temps sur plusieurs secteurs, l'agriculture, l'eau, l'énergie, l'industrie, etc. C'est très, très contraignant. Ce qui amène à nous dire que nous n'avons pas le choix. Je parle des pays en voie de développement comme nous le sommes, parce que les impacts potentiels du changement climatique, dorénavant, doivent être systématiquement pris en compte dans les politiques sociales, mais aussi économiques de nos pays, dans les projets de développement, mais aussi dans les efforts d'aide internationale, parce que ce mode de consommation, bien qu'il est né ailleurs, a un impact, surtout un impact, j'allais dire, mondial. Donc ça nous impacte
directement et surtout nous. Donc si on veut renforcer la résilience face au changement climatique, il faut intégrer cette problématique dans les politiques sociales et économiques, comme je l'avais dit. Cependant, les pouvoirs publics actuellement se retrouvent face à un dilemme qui est, d'un côté, ils se sont engagés à l'international, ils se sont engagés pour atteindre un certain nombre d'objectifs climatiques relativement à court terme, en 2030, une partie, et de finaliser à 2050. D'un autre côté, ils ont affaire à à mettre en œuvre des mesures faisables, socio-économiques, voilà, tout en assurant une viabilité des finances publiques. Donc il y a l'aspect socio-économique d'un côté, il y a l'aspect atteinte qui semble contradictoire, mais qui est nécessaire. Donc il faut faire la part des choses, il faut trouver le juste optimal. Donc le défi majeur, c'est donc l'intégration du changement climatique dans le processus de planification du développement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien comprendre le changement climatique. Je dis bien comprendre, c'est tous les donneurs d'ordre à tous les niveaux, national, régional, local, etc. Intégrer le changement climatique dans les politiques nationales, sectorielles et locales, mais aussi intégrer le changement climatique dans le processus budgétaire, mais aussi dans l'évaluation et le suivi. Quelqu'un tout à l'heure a dit que cette transition doit être équitable, effectivement, parce qu'elle passe également par des transferts budgétaires importants en faveur des ménages, mais aussi des groupes les plus vulnérables, ça c'est nécessaire. Mais aussi la coopération régionale et internationale est tout à fait indispensable parce qu'un pays tout seul ne peut pas agir seul face à ces conséquences-là, face à la menace climatique. Un autre point qui est important, c'est d'intégrer le secteur privé pour prendre une partie des financements des actions climatiques, parce que seules les finances publiques ne peuvent pas suffire. Ça veut dire qu'il faut en faire un marché viable à long terme, pas spécialement tout de suite, mais préparer tout l'écosystème pour qu'il le soit à court terme ou à moyen terme. Je vais faire un zoom sur les décarbonations du secteur industriel, parce que c'est la thématique de ce panel-là. Je dis que pour être efficace, il doit s'inscrire dans une dynamique de croissance économique. Il est nécessaire aussi d'adapter les solutions au contexte local. Chaque pays a sa spécificité, qu'elle soit industrielle ou économique. Les solutions sont aussi diverses que l'est le secteur industriel. Beaucoup de branches, beaucoup de secteurs, etc. Donc les solutions sont adaptées à chaque branche. Cela implique la prise en compte d'une multitude de facteurs. Je vais citer quelques-uns. D'abord les procédés ou le processus technique, les politiques économiques du pays, les priorités commerciales aussi, mais aussi les sources d'énergie de substitution disponibles, mais aussi le zonage géographique. Comme en Algérie, nous avons des zones complètement différentes, littoral, au plateau, sud, grand sud, etc., avec des particularités vraiment différentes. Aussi, tous les types d'industries seront confrontés à la nécessité de se décarboner, notamment face à des exigences extra-nationales. Mais pour nous, en Algérie, spécialement, nous sommes concernés par les secteurs, notamment les plus énergivores, c'est les secteurs lourds dans le sens où ça nécessite beaucoup d'investissements en capital. Je cite le secteur du ciment, le secteur de la sidérurgie, le secteur de l'énergie, le secteur de la pétrochimie, notamment des fertilisants. Et ces secteurs-là, pour nous, sont des secteurs aussi exportateurs. Donc, c'est les secteurs les plus exportateurs. Il y a aussi d'autres secteurs, on ne va pas les citer aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais je parle des secteurs où il y a une dynamique actuellement en Algérie. Je parle des secteurs des transports, le secteur du BTP, avec le parc de logements qui continue à évoluer de manière très, très importante, l'industrie pharmaceutique, mais aussi l'industrie agroalimentaire, mais aussi l'agriculture massive, parce que de plus en plus, il y a l'introduction de fermes d'élevage intensif et de production de lait, etc., qui sont en cours. Ça veut dire qu'on doit prendre des dispositions dès maintenant, puis qu'elles soient, dès le départ, conçues de sorte à être la plus décarbonée possible. Je vais citer quelques réalisations quand même en cours. En termes d'énergie renouvelable, l'Algérie s'est lancée dans un objectif d'atteindre 30% du mix énergétique à l'horizon 2035. 15 gigawatts sont prévus dans le pipe. 3500 gigawatts sont déjà
lancées, sont en cours de construction. Les premières mises en service se feront à partir du premier trimestre 2025. Ils sont pris en charge totalement sur le fonds de l'État. Ça peut changer par la suite, ça peut aller vers des IPP, etc. Mais pour l'instant, l'État a choisi d'investir dans le centralisé, mais rien n'empêche qu'il y ait une ouverture aussi pour le décentraliser. Voilà. En fait, on va en parler tout à l'heure des contraintes, notamment des subventions qui freinent ce type de développement. L'hydrogène décarboné ou vert, donc il y a une stratégie qui a été élaborée et présentée, elle est publique, mais vous pouvez la trouver sur le site du ministère de l'Énergie, mais aussi des projets pilotes d'envergure avec des partenaires italiens, allemands qui sont en cours, voilà, pour un peu évaluer toute la chaîne de valeur et un peu capter tout ce qui peut être valorisé localement. Vous avez les transports avec l'électrification de milliers de kilomètres de voies ferrées, mais aussi la programmation à peu près de 6000 kilomètres en cours. Il y a aussi la réalisation de transports guidés comme les tramways dans les différentes régions, les téléphériques, etc. Ça permet aussi de décarboner le secteur du transport, je parle du transport en commun. Vous avez aussi une réflexion sur le GNL pour le transport maritime. Voilà. Il y a aussi, je donne à titre indicatif, l'exemplarité que doit donner certains groupes industriels, notamment, je citais les plus importants, Sonatrach ou le groupe pétrolier, qui a affiché sa stratégie climat il y a peut-être un mois ou deux, stratégie climat 2030. Sur sa stratégie, parmi d'autres, vous avez la plantation de 4 millions d'arbres sur plus de 500 000 hectares pour pouvoir capter près de 50% de leurs émissions, l'émission de leur activité. Vous avez aussi la réduction des gaz torchés à un niveau de 1% en 2030. Actuellement, il est à 3%. Il faut savoir qu'il était de 5% en 2020. C'est-à-dire qu'il y a déjà une évolution nette positive de pratiquement 40%. Pour le groupe, l'équivalent de la STEC de Sonalgaz, il y a depuis quelques années déjà l'introduction du cycle combiné dans la conception des centrales thermiques, ce qui a permis d'améliorer le rendement et l'efficacité énergétique de ces types de centrales, qui sont la majorité du parc algérien et qui servent maintenant à la flexibilité du réseau avec l'introduction massive du renouvelable. Et en termes d'efficacité énergétique, il y a un écosystème qui n'est pas suffisant, mais qui est là. Vous avez l'audit énergétique obligatoire pour les établissements grands consommateurs d'énergie à partir d'un certain nombre de TEP. Vous avez les systèmes d'agrément d'auditeurs énergétiques, comme ici, je pense, en Tunisie. Vous avez les mesures et aides incitatives pour les industriels, bien qu'elles soient insuffisantes, mais elles sont là, elles sont annuelles. Et vous avez aussi la mise en place de réseaux d'efficacité énergétique. Donc, je vais terminer par les contraintes qui restent et qui subsistent malgré tout ce que je viens de citer. C'est d'abord le degré de maturité des industries en matière de décarbonation. Voilà, il était très faible, mais qui commence à changer avec les exigences qui viennent maintenant se poser et qui les poussent à réfléchir, à aller plus vite. Voilà. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de délai, effectivement. Maintenant, c'est une question de temps. Vous avez aussi la nécessité de renforcer les mesures incitatives, je viens de le dire tout à l'heure, en parallèle avec les mises en place de dispositifs réglementaires plus stricts, c'est-à-dire des objectifs sectoriels très précis, mais aussi, par exemple, comme l'exigence du bilan carbone pour certains types d'industries à partir d'un certain seuil, etc. Ça devient aussi. Ça permet un peu d'avancer dans les choses. Vous avez aussi la réalité des compétences disponibles dans le secteur, qui nécessite nécessairement des renforcements de capacités régulières. Et vous avez aussi les niveaux de subvention des produits énergétiques. L'Algérie dépense quasiment en transferts sociaux pratiquement pour les produits énergétiques l'équivalent de 15 milliards de dollars annuellement. Ce qui fait, maintenant une autre réflexion, c'est de ne plus subventionner le produit, mais subventionner les personnes. Donc il y a un travail qui a été fait pour pouvoir recibler les subventions, ce qui va, à mon avis, booster un certain nombre d'actions d'efficacité, mais aussi d'énergie renouvelable. Je termine, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que par rapport à ce que j'ai commencé au début, c'est le fait qu'il soit essentiel de travailler en amont nos comportements de consommation, parce que sinon on court derrière quelque chose qui n'en finit pas. C'est-à-dire, je parle de gaspillage énergétique, certains l'appellent de la sobriété. Ça veut dire qu'il faut travailler sur nos comportements de consommateurs, mais pas que. Nos façons d'aménager l'espace urbain, notre façon de nous transporter. C'est-à-dire il ne faut pas, j'allais dire, mettre en exergue uniquement le consommateur particulier, parce qu'il est dans un environnement
qui est plus ou moins fait je vais dire pour un avenir plus durable, c'est l'aménagement urbain autour de lui, c'est les modes de transport qui sont disponibles ou pas, c'est les industriels qui produisent des produits qui sont plus ou moins performants, voilà, mais aussi l'industriel qui eux-mêmes émettent je vais dire, des GES dans leur process de fabrication. Ça veut dire réduire d'un côté, c'est aussi réduire la consommation de l'autre pour fabriquer moins, mais aussi en aval, travailler sur l'économie circulaire, sur le recyclage d'un certain nombre de produits quand c'est possible. Voilà. Donc, je boucle la boucle. Le plus important, comme il apparaît, c'est de travailler d'abord sur les modes de consommation, changer notre façon d'appréhender cette consommation dans l'inutile et de se focaliser sur ce qui est utile sans affecter le confort pour lequel on s'est habitué, ça c'est certain. De l'autre côté, il y a des aspects technologiques, des aspects économiques que je viens de citer. Voilà. Merci beaucoup pour cette idée sur ce que vous faites en Algérie et vos perspectives et vos projets à venir. Je vais tout de suite enchaîner par rapport à la Tunisie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables peuvent contribuer à la décarbonation de notre économie? Et quel pourrait jouer le rôle qu'elle pourrait jouer la NME en tant que rôle important pour aider les entreprises à atteindre leur objectif d'atténuation, ce qui va améliorer leur compétitivité face au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va se mettre en œuvre a priori rapidement début 2026. S'il te plaît, Naf Abakar. Merci, Sissemi. Donc, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous nos invités en Tunisie. Comme vous connaissez tous, la Tunisie rencontre donc beaucoup des défis maintenant, du point de vue énergétique, du point de vue environnemental. On n'est pas isolé du monde, donc on fait partie de ce monde. Tout effort est mis par la Tunisie pour tout autre pays, donc ce sera pour le bénéfice de tout le globe. Donc la Tunisie a été l'un des premiers pays qui a ratifié le protocole de Kyoto en 2015 et l'un des premiers pays qui a soumis sa CDN donc, en 2016, qu'il a actualisé en 2021. Bien sûr, en améliorant les objectifs. Le premier objectif était de baisser l'intensité carbone de 41% à l'horizon 2030. Donc, avec des objectifs plus ambitieux aujourd'hui, de réduire cette intensité carbone à 45% à l'horizon 2030. Ceci pourrait être atteint grâce à l'intégration massive des énergies renouvelables. Et d'ici 2030, il y aura dans le mix électrique au minimum 35% de nos mix électriques proviendra de l'énergie renouvelable. Aussi la baisse de la consommation d'énergie primaire de 30% à l'horizon 2030. Et donc le fameux objectif environnemental qui est un objectif très haut, donc très ambitieux et possible de l'atteindre, moyennant l'atteinte de ces objectifs comme j'ai cité, pour la transition énergétique. La transition énergétique et la transition écologique sont un peu collées les deux ensemble, donc on ne peut pas parler d'un objectif environnemental sans recours à des actions d'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables. Surtout que le pays dispose d'un très bon potentiel en énergie solaire, photovoltaïque et éolien. Donc, si encore on est à 1,5 ou 2% de ce potentiel exploité actuellement. L'objectif de la Tunisie, il s'arrête pas en 2030. Donc, il y a un objectif en 2035, mais un autre objectif de neutralité carbone essentiellement en 2050. Qui est partagé pratiquement et le même objectif dans la majorité des pays méditerranéens. Donc un objectif en 2050 d'atteindre la neutralité carbone grâce entre autres aux énergies renouvelables.
L'énergie renouvelable participe donc dans cette décarbonation de 20% et l'efficacité énergétique avec 80%. Donc, je vais me focaliser essentiellement sur le renouvelable. Donc, le renouvelable, donc, grâce aux 3 régimes actuels, donc l'autorisation, la concession, mais surtout aussi l'autoproduction. L'autoproduction pourrait jouer un très grand rôle. Et tous les défis donc, du changement climatique pourront être comme opportunité pour nous, à la fois donc, pour résoudre nos déficits énergétiques, mais à la fois pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050. Bien sûr, tout ça, il faut un changement d'échelle dans les programmes, dans les plans d'action qui ont été lancés dans la stratégie 2035. Donc, il y aura l'électrification des utilités, donc l'intégration de l'hydrogène vert, donc pour l'introduction massive des énergies renouvelables, aussi les programmes d'efficacité énergétique dans le transport, donc l'électrification du secteur du transport, qui est le secteur le plus entre deux guillemets, pollueur. Donc, on doit mettre l'accent sur ce secteur. Et l'ANAME a pris beaucoup donc des préparatifs. Et là, donc, vous l'avez vu, donc, essentiellement dans les incitations fiscales à la douane. Donc, il n'y a pas de droit de douane sur l'importation des véhicules. L'implantation des bornes de recharge partout en Tunisie, la subvention qu'accorde à travers le Fonds de transition énergétique. Tout ça donc, ont été pris par l'ANAME. Aussi, on est très conscient aussi que la décarbonation, c'est un rôle commun entre tous les secteurs confondus, à commencer par les ménages. L'ANAME donc, a lancé des programmes donc, pour réduire la facture électrique énergétique des ménages et l'introduction des énergies renouvelables à travers essentiellement les projets de Prosol-Elec. Le Prosol-Elec, donc maintenant on a atteint une capacité de 300 MW donc installée aujourd'hui avec plus de 600 sociétés qui sont éligibles. Le secteur, donc demain il y aura le lancement du programme Prosol-Elec économique et le programme donc, pour la catégorie donc, un peu donc, à revenu faible, donc un programme Prosol-Elec social. Comme ça, donc, il y aura une couverture totale de secteur résidentiel, au moins, qui est le secteur le plus énergivore et qui a le plus de subventions de l'État. La Tunisie est dans une démarche, dans une trajectoire donc, bien précise. Il y aura bien sûr des échéances en 2040 et 2035 et 2040 pour l'accélération de notre stratégie bas carbone. Donc, on estime atteindre nos objectifs d'ici 2050, avec l'intégration de 80% de l'énergie renouvelable dans le mix électrique. Merci, Nef. Donc, on a souvent dit qu'il y a une similitude entre la Tunisie et le Portugal, parce qu'on est pratiquement dans le même contexte économique, dans le même contexte social, et avec le même nombre d'habitants presque. Et puis, il y avait souvent un rapprochement entre la Tunisie et le Portugal au niveau des politiques publiques, mais aussi au niveau des développements des écosystèmes. C'est pour cela qu'on va écouter Nelson Leitch, qui est le président du conseil de l'ADEN, qui est l'équivalent de l'ADEME et l'équivalent de l'ANME au Portugal, et qui va nous envoyer un message sur l'expérience portugaise qui peut aider la Tunisie dans le développement des activités ou des projets à faible contenu carbone. S'il vous plaît, vidéo. Hello. Unfortunately, I couldn't attend in person the conference, but I still wanted to leave a message about the topic we are discussing. But before I start, let me thank for the invitation, congratulate the organization, and salute governmental officials, speakers, and participants. Starting with the Mediterranean. The Mediterranean, cradle of civilizations and a meeting point of different cultures, today faces an unprecedented challenge. Climate change, which with its increasingly visible impacts in our region, requires urgent and requires coordination action. The world is experiencing a crucial moment in our history, where the choices we make today will define the future of our societies and the planet. Now, more than ever, we must come together, and we must come together in focus on the big picture. We now know that decarbonization is no longer just a choice.
It is the only path forward that will allow us to build a sustainable planet and secure the future of generations to come. We also know that energy efficiency is the key to a cleaner, more sustainable future. By reducing energy consumption, we decrease the dependence on fossil fuels, we mitigate climate change, and we strengthen our economies. Energy efficiency is often referred as the first fuel in the transition to clean energy. But achieving greater energy efficiency requires widespread awareness, and it requires the adoption of sustainable practice across society. The Mediterranean, with its diversity, faces a pivotal challenge and is to balance economic growth with energy and environmental sustainability. The region is on the front line of climate change, experiencing more frequent and extreme weather events such as wildfires, droughts, floods and storms, which are causing significant damage to the infrastructure and economy of the Mediterranean basin, affecting the water and resources, agriculture, energy production, and the lives of populations. The region is also a strategic area for the global energy transition. The dependence on fossil fuels, especially in the southern and eastern Mediterranean, contrasts with advances in renewable energy in the north, creating a complex dynamic. The decarbonization of the Mediterranean regions therefore presents itself as a complex challenge, but also a unique opportunity to build a more sustainable and prosperous future. I am confident that through cooperation, innovation and political will, we can overcome obstacles and build a greener and more resilient Mediterranean. Portugal and the European Union have already made significant efforts investing heavily in energy efficiency with promising results. Through ambitious public policies, financial incentives and investments in innovative technologies, we are managing to reduce energy consumption and at the same time increase the share of renewable energy. In my opinion, the Mediterranean region should focus on policies and legislation that encourage energy efficiency while also investing in more efficient technology and infrastructure to reduce energy demand, thereby reducing carbon emissions. The European experiences show us that energy efficiency is a viable path to decarbonization in the Mediterranean regions. By adapting our policies and projects to the specificities of each country, we can achieve even more significant results. Partnerships among countries are crucial to the decarbonization of this region. Effective regional and international cooperations are necessary to align efforts, share technologies, and mobilize financial resources. Let me just give you some examples of partnerships that are actively and potentially driving decarbonization in the Mediterranean regions that include Union for Mediterranean. The UFM is a unique intergovernmental institution bringing together 42 countries, including all EU member states and countries from the southern and eastern Mediterranean. It provides a platform for cooperation on issues such as climate change, energy, and environmental sustainability. The UFM supports renewable energy development, energy efficiency measures, and the reduction of greenhouse gas emissions across the region. Through the UFM energy platforms, it promotes regional integration of electricity markets, cooperation of renewable energy, and energy security. The MeetMed project is part of this platform. Another one, bilateral partnerships between energy agencies from northern and southern Mediterranean countries can play a crucial role in accelerating the decarbonization of the regions. These partnerships offer opportunities for knowledge exchange, technology transfer, joint investments and policy alignment. Third, several twinning agreements between Mediterranean cities have been promoted, particularly under the MeetMed project. Among others, these agreements allow cities to share knowledge and best practice, develop joint projects, and engage on capacity building programs. Promoting local actions, namely through twinning cities, is essential to promote decarbonization in the Mediterranean regions. By leveraging the strengths and the experience of cities across borders, local governments can implement effective and context-specific solutions, foster community engagement, and drive innovation. These partnerships not only enhance local sustainability efforts, but also contribute to the broader regional goal of achieving a low-carbon and resilient Mediterranean. Mediterranean countries must work together. It is essential to reinforce Mediterranean cooperation, sharing good practice and experience in creating joint energy efficiency projects. To further strengthen this cooperation, it is necessary to promote synergy between energy efficient and renewable energy, demonstrating how these two areas complement each other and can generate mutual benefits. We must prioritize the energy renovation of buildings, which represent a significant portion of energy consumption in the region,
and at the same time encourage sustainable mobility and energy efficiency in the transport sector, focusing on the use of public transport, electric vehicles and bicycles. And last, the development of more competitive and efficient energy markets is equally important, with a focus on integrating renewable energy that promote energy efficiency in the region. Dear participants, energy efficiency, electrification, behavior change and digitalization together, they are the main factors that determine energy intensity at the regional level and are crucial for the decarbonization of the region. It is essential to continue investing in education and awareness, information and training of professionals in the sector and citizens with a focus on energy efficiency. The Mediterranean region stands at the crossroads. We can choose to continue down an unsustainable path of high energy consumption and face the devastating consequences of climate change, or we can seize the opportunity to build a more prosperous, a more resilient and sustainable future, one that is powered by energy efficiency, renewable energy and regional cooperation. By investing in these solutions, we can achieve our decarbonization goals and we can create a better world for generations to come. The time to act is now. Let's make the Mediterranean a beacon of hope for a sustainable future. Together, we really can build a more sustainable and prosperous Mediterranean. Thank you, Nelson. Permettez-moi de passer encore à une nouvelle question. Et puis, Recré, c'est un centre régional d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Il est basé en Égypte. Ça fait plus de 15 ans qu'il est créé dans la logique et dans l'optique d'aider les gouvernements et d'aider les pays à se décarboner à travers l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable. Ma question est adressée à Moustapha Hassanine, sur le rôle que pourrait jouer le Recré dans cette logique d'accélération, parce que tout le monde a parlé de temps, 2030 c'est demain, et puis nous sommes en train de chercher les synergies et d'accélérer un peu nos processus, nos programmes et nos politiques. Comment Recré pourrait jouer ce rôle d'accélérateur et comment pourrait assister davantage et appuyer davantage les gouvernements, les 22 pays arabes, pour accélérer le rythme de décarbonation? S'il vous plaît. مساء الخير. Good afternoon. Thank you, Dr. Sami. My name is Mustafa Hassanin. I am a sustainable energy expert working with Recré for more than 5 years, and also I have been working with the Egyptian Ministry of Electricity and the Renewable Energy for more than 10 years. I'm very pleased to be here with you today in this very informative and luxurious conference. That's supposed to be one of the biggest conferences in the region in the next years. And thanks also for our colleagues in ANAMO for their respective organization for this big conference. First of all, the Recré have mainly 17 member states, all from Arab countries. We are providing maybe 3 or 4 types of cooperation with our member states. One of them is the technical assistance for different projects in the renewable energy and energy efficiency field, in addition to the knowledge transfer programs, as long as we are now working mainly with the new programs regarding the sustainable finance mechanisms and how we could push more in the new carbon markets and sustainable finance different mechanisms. But for the energy transition itself, let's begin the journey. Just I will capture some role model numbers from different projects that we are working in. Starting the journey of energy transition from the NDCs, the first NDC, INDC, and then the updated NDC, and now all the countries will work for submitting the third version of the NDCs. When we look at the NDCs, which is, we have very secure or very strict commitments towards the energy transition, we will see that the energy sector maybe have the dominant sector is the energy sector, with more than maybe 70% of the actual potential for energy transition reduction potential in the energy sector. This is the first information.
The second information is that the 70% is the energy sector, and mainly as a mitigation actions, the energy, the renewable energy and the energy efficiency mainly are the two main pillars in the energy transition, secure towards the energy transition or the low carbon economy. We could see that we have some conditional and unconditional activities in the different indices, but the problem that or the gap started from the NDC itself, which is committed to the countries. We could see that, for example, in Egypt, the updated NDC in Egypt, we have a target for the renewable energy with around more than 45% by 2030. 2030 is almost there, just 5 years. We have just 5 years for 2030. Now we have a potential in Egypt around maybe 10 gigawatts or 9 to 10 gigawatts from the renewable energies. So we are talking about we need 10 gigawatts from renewable energies yearly from today to 2030 to achieve our target in the NDCs, which is very huge amount. So does we have the financial aspects cover this huge potential? On another point of the equation, does we have the technical capacities for the power grid itself? Does we have a resilient power grid that could cooperate or integrate this huge amount of renewable energies? This is all questions we ask ourselves every day. This is just one example, but we have different examples. Also, we have different business models for the renewable energies and energy efficiency. Looks like Morocco, our colleagues in Morocco, looks like Egypt concentrate on the utility, mainly the utility scale projects. But we have other examples from Jordan and Palestine and Lebanon. They concentrate mainly on the medium scale or small scale rooftop PV and something like that. So we have different business model according to the context of each country. But mainly we have a financial gap. We need sustainable financial programs strict to the renewable energy and the energy efficiency. And also we need the technical assistance. We need to develop maybe or modernize our power grid to cooperate or to integrate these huge amounts of renewables. And also we need detected capacity building programs for professionals and experts. So until now, even in Egypt, we have now around 10 gigawatts, as we mentioned, in renewable energy, but the technical capacities itself, we need to enhance more the technical capacities. The technology itself is not there, even so that when we need to maybe import some technical aspects regarding the renewable energy or energy efficiency tools to the country, we also maybe do some pressure on the currency, the foreign currency in Egypt, to import more tools from outside. So the technology itself is not there. We need some programs to facilitate the technology transfer, and we need to solve the financial gap through sustainable programs, financial programs. Also, we are in RCRE working with some EU-funded projects. Looks like GEF and GGF and Green for Growth Fund, and we have different projects for the sustainable finance to try to solve this problem, as that is not the governmental problem or the governmental issue to solve the NDC's commitment, but also the country issue itself. So the government role is to enhance or to facilitate the potential of the sustainable finance through the private sector. So we need also to engage the private sector in our NDC's commitments through countries. So we are just to sum up 3 to 4 points. We are talking about the technology transfer and the financial gap. We need to engage the private sector more, and then finally the knowledge transfer itself. The knowledge, where is the knowledge itself? How to enhance or to cooperate between our region to facilitate the knowledge transfer between each country. Thank you, Dr. Sami. Thank you. Il y a deux aspects qui restent, à mon avis, à traiter au niveau de ce panel. C'est le rôle du secteur privé, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Sans le secteur privé, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est les compagnies, c'est les entreprises, c'est les institutions qui réalisent en fait des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable.
Et puis juste à côté de moi, c'est le directeur général du bureau de mise à niveau. Et la mise à niveau considère que les projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable sont éligibles à la fois au financement du FTE, le Fonds de transition énergétique, mais aussi, s'ils sont considérés comme des projets de mise à niveau, ils peuvent être éligibles au programme de mise à niveau sur un autre mécanisme de financement. Si, Hendewi, quelles sont les nouveautés qui ont été introduites dans le programme de mise à niveau pour aider les entreprises à se décarboner? Bon après-midi tout le monde. Merci pour la bonne question. Ma mission est un peu difficile puisque je vais parler sous le contrôle de Madame la Ministre, aussi bien que ministre, aussi bien qu'ex-directeur général du bureau de mise à niveau et l'un des membres fondateurs du programme. Donc, la Tunisie s'est proposée de, comme vous le savez, la Tunisie s'est proposée de réduire ses émissions à gaz à effet de serre dans tous les secteurs, entre autres dans le secteur de l'énergie, des procédés industriels, l'agriculture ainsi que les déchets, de manière à baisser son intensité carbone à hauteur de presque 41% à l'horizon 2030. Donc, ces gaz à effet de serre sont beaucoup, ce n'est pas seulement le carbone, ce n'est pas seulement le CO2, mais c'est le méthane, des hydrofluorocarbures, carbures HCF utilisés pour les frigos, le gaz méthane, le gaz de rire, l'N2O. Et pour cette raison, le programme de mise à niveau, comme d'habitude, il s'est mis à niveau. Le programme de mise à niveau s'est mis à niveau pour satisfaire les besoins des entreprises et continuer à adosser les entreprises industrielles du secteur. Donc, et ce, à travers la mise en place d'un nouveau mécanisme qui est le programme de décarbonation, PMN, noté PMN décarbonation. Donc, l'objectif de ce programme, c'est d'améliorer la compétitivité de l'économie tunisienne, la réduction de l'empreinte carbone au sein des entreprises, le renforcement de la capacité d'exportation vers notamment le marché européen pour faire face à l'entrée en vigueur des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières au niveau de l'Union européenne, ainsi que la maîtrise de la consommation énergétique, ce qui permet ainsi l'objectif du programme de mise à niveau pour lequel il est mis en place, l'amélioration de la compétitivité industrielle du secteur, tout en préservant l'environnement. Donc, la décarbonation de l'industrie consiste à réduire ou bien supprimer les émissions de CO2 ou tout autre gaz à effet de serre émanant des activités industrielles. Donc, le programme PMN décarbonation sera étudié en fonction des critères suivants. Les aspects techniques du projet et son impact éventuel sur l'entreprise, la capacité à atteindre des résultats escomptés par l'entreprise, la performance de l'entreprise de décarbonation de ses process de production. Donc, les volets et les solutions de décarbonation de l'industrie sont l'efficacité énergétique, l'électrification des procédés de production, l'utilisation d'intrants et de matières alternatives à faible empreinte carbone, la création des systèmes de captage ou, si possible, c'est un peu difficile au stade actuel, la séquestration du carbone, la réduction des rejets à effet de serre. La réutilisation du CO2 aussi, si c'est possible, comme intrant pour remplacement d'autres, comme substitution d'autres matières premières telles que les acides. Il est actuellement appelé gaz carbonique. Le CO2, c'est le gaz carbonique. Il peut être utilisé comme un acide au lieu d'acide acétique ou d'autres types d'acides. Donc, pour le process, c'est le même process que le PMN, que la mise à niveau actuelle, puisque c'est dans le même cadre, la même loi qui régit le programme de mise à niveau. Donc, les primes sont essentiellement l'activité de ce programme. Ça va concerner notamment tout ce qui est immatériel. Donc, les primes sont à hauteur de 70% pour les matériels et entre 10 et 20% pour l'investissement matériel. Je vais citer quelques types d'investissements qui seront concernés. Bien sûr, tout ce travail est fait en étroite collaboration avec l'ANAME pour éviter le double emploi. Donc, de l'instruction du dossier, Madame la Ministre, de l'instruction du du jusqu'à l'élaboration de la décision COPIL, le travail est fait en étroite collaboration avec l'ANAME pour éviter le double emploi, pour ne pas bénéficier doublement du fonds de FNME ou du fonds FODEC. Donc, pour le matériel, ça concerne essentiellement les équipements de récupération de chaleur, la mise en place
des procédés de recyclage ou d'utilisation de matières recyclées, conduisant à une réduction des gaz à effet de serre, des équipements menant à une réduction des émissions CO2 par passage à l'énergie électrique au lieu de l'énergie du fuel classique, tels que les fours électriques, la résistance, l'électrochimie, les chaudières électriques et les pompes à chaleur, les équipements de captation de stockage de carbone, les équipements de mesure, comptage, suivi, reporting des consommations d'énergie ou des émissions de CO2, les équipements et procédés de réutilisation des rejets gazeux et hydriques et des déchets solides. Puisque, comme vous le savez, la réduction des déchets et l'utilisation, en parlant de l'économie circulaire, ça réduit davantage les émissions carbone, l'équivalent carbone, les émissions d'équivalent carbone. Donc, en immatériel, ça concerne essentiellement la mise en place des bilans carbone, études diagnostiques, notamment d'idées pour la décarbonation, l'analyse du cycle de vie, l'ACV, l'assistance technique pour la réduction des déchets et la maîtrise de l'énergie, les différents types de certifications ISO qui concernent l'énergie, 14067, 14001, 50001, etc., ainsi que les logiciels de suivi des émissions carbone, ainsi que le recrutement de cadres qui est nommé Monsieur Carbone, qui va suivre au sein de l'entreprise les émissions de carbone au sein de l'entreprise. Donc, comme auparavant, le bureau de mise à niveau, il a pris en charge ou bien il a donné les avantages pour le recrutement de cadres pour l'énergie ou pour la qualité ou pour la production. Maintenant, il vient le jour où monsieur ou madame, monsieur chargé, le chargé environnement et devient un must. Et actuellement, c'est une obligation. Donc, j'invite tous les industriels, les experts qui sont présents ici, à divulguer l'information, à inviter leurs adhérés ou leurs collègues à s'inscrire et à adhérer au programme de mise à niveau, essentiellement carbone, puisque 2026, c'est demain. Donc, notamment pour les 4 secteurs qu'ils ont choisis prioritaires ou qui vont être les premiers qui vont, comment dirais-je, souffler ou faire face à ces défis, qui sont les secteurs textiles, agro, matériaux de construction et de la chimie. Et merci. Merci beaucoup, C. Kamel, pour cette nouveauté et cette nouvelle qui va aider les entreprises à améliorer leur bilan et empreinte carbone. Le dernier de mes panélistes, c'est Amin Chtiwi, qui représente la GIZ. Et puis ma question est comment la coopération pourrait aider un pays en développement comme la Tunisie pour améliorer la mise en place rapide. Parce que depuis ce matin, on parle temps. Il y a une pression énorme du temps parce que les échéances, c'est demain. Et puis tout seul, on ne peut pas y arriver. Il nous faut un appui, il nous faut de la coopération parce que la problématique du changement climatique, c'est une problématique globale. Ça intéresse l'Allemagne comme la Tunisie, comme les autres pays. Donc s'il vous plaît, dites-nous comment la coopération allemande pourrait contribuer et accélérer la transition énergétique, surtout que vous êtes à la tête d'une mission qui s'appelle Transition énergétique rapide. Accélérée en Tunisie, TETA. Très bien. Merci beaucoup, Sisemi. Merci pour l'invitation et merci pour cette opportunité qui nous est donnée justement de présenter davantage tout cet appui qui est donné par la coopération technique allemande, par la GIZ, pour appuyer la transition énergétique en Tunisie. Donc ça a été dit par les différents panélistes. Je pense que pour mettre en place cette transition énergétique, il y a plusieurs défis auxquels nous sommes confrontés. Et notre rôle, c'est justement de pouvoir appuyer nos partenaires. En Tunisie, c'est bien sûr le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, c'est l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, c'est aussi l'opérateur national d'électricité, l'ASTEG. Et donc appuyer tous ces partenaires pour mettre en place les mesures nécessaires et relever ces défis auxquels
le pays est confronté, mais pas seulement la Tunisie. Bien sûr, c'est les mêmes défis qu'on va trouver un peu dans tous les pays de la région. Et c'est pour ça, en fait, je voudrais aussi insister sur l'importance d'un forum comme aujourd'hui, pour justement tisser davantage de liens entre les différents pays de la région, tisser davantage de liens entre les rives nord et sud de la Méditerranée pour mettre en place cette transition énergétique et répondre aux défis justement des accords de Paris et accélérer cette mise en œuvre. Bon, vu le temps que nous avons limité pour ce panel, en fait, je vais me limiter à 3 axes principaux d'intervention de la coopération pour appuyer justement à relever ces défis. Le premier axe, c'est tout le volet stratégique et réglementaire. Donc là, il faut vraiment mettre en place des stratégies claires, mettre en place des modélisations à long terme pour justement développer cette transition énergétique, accompagnée d'une réglementation qui soit aussi simple à mettre en œuvre, qui permette d'accélérer justement la mise en œuvre des projets. Pour cela, je peux citer par exemple le Code des énergies renouvelables qu'on est en train de mettre en place maintenant conjointement avec le ministère, qui va simplifier, accélérer et aussi donner plus de clarté sur les régimes d'investissement dans les énergies renouvelables en Tunisie. Et donc voilà, tout ce volet amélioration des conditions cadres, c'est ça qui va notamment permettre d'avoir une plus grande pénétration des énergies renouvelables et le développement de l'efficacité énergétique en Tunisie. Le deuxième axe d'intervention, et ça a été déjà évoqué par les collègues panélistes, c'est justement le renforcement du partenariat public-privé. Il faut plus d'investissements du secteur privé dans le secteur. Pour avoir ces investissements, il y a bien sûr tout le volet cadre réglementaire, mais bien sûr pour assurer une croissance économique durable et un investissement plus périn pour le secteur privé, il faut aussi tout le volet renforcement de capacité. Il faut que les projets qui soient réalisés avec la qualité nécessaire. Et donc c'est là aussi tout un grand volet d'appui qui est en train d'être mis en place. Bien sûr, avec le secteur privé, il y a toute la notion de MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il y a toute la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises qui est en train d'être mise en place. Et au final aussi, le développement des emplois verts qui va permettre justement cette croissance économique durable. Et tout cela, bien sûr, dans un esprit gagnant-gagnant. Il faut que l'État soit gagnant dans l'affaire, mais aussi que le secteur privé puisse être intéressé et gagnant aussi par ces développements et par cette croissance, par ces investissements. Le troisième volet que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est le volet innovation. Et là aussi, bien entendu, pour cette transition énergétique, pour atteindre les objectifs fixés dans les accords de Paris, il faut réfléchir à de nouvelles solutions. On ne peut pas continuer à travailler avec les mêmes technologies, les mêmes méthodes que nous utilisions dans le passé. Il faut mettre en place de nouvelles solutions, de nouvelles approches. Pour les énergies renouvelables, ça passe bien entendu par l'intégration de ces énergies renouvelables au réseau. On travaille là conjointement avec la STEX pour mettre en place des solutions de flexibilisation du réseau, pour utiliser de nouvelles technologies pour l'intégration au réseau. Ces nouvelles technologies, c'est bien sûr aussi le stockage. Là, il y a tellement de nouveautés qui sont en train d'être réalisées ces dernières années par rapport au stockage, par rapport à tout ce qui est Power-to-X, par rapport à l'hydrogène vert, etc. Donc voilà, c'est de nouvelles thématiques, nouvelles, innovantes, qui doivent être mises en place. Bien sûr, il ne faut pas oublier la digitalisation. C'est avec une mise en œuvre plus poussée de la digitalisation que nous pourrons aussi accélérer l'implémentation de cette transition énergétique. Et voilà, donc pour conclure, je dirais il y a des axes prioritaires qui sont en train d'être mis en œuvre conjointement avec nos partenaires, mais on veille bien et on fait aussi attention à ce que cette transition énergétique tunisienne soit une transition juste, équitable et qui inclut justement
toutes les personnes. C'est pour cela aussi il y a un grand travail qui est fait avec la société civile, mais aussi un travail qui est fait pour évoquer ou pour intégrer le volet genre, mais aussi leave no one behind, donc ne pas porter atteinte ni à l'environnement ni aux personnes quand on met en œuvre ces nouveautés, cette transition énergétique. Et voilà, donc pour finir et garder ce mot assez court, juste encore une fois, le volet régionalisation et le partenariat entre les différents pays a aussi un rôle primordial à jouer. Et je pense que ce forum, encore une fois, est vraiment une occasion unique pour stimuler cette coopération et voilà, travailler davantage avec les autres pays. Et merci pour l'attention. Merci beaucoup. Donc, vous prenez connaissance qu'on est très en retard par rapport au respect du planning. Donc, permettez-moi de ne pas prendre des questions parce qu'on est trop, il y a 1h30 de retard. Donc, je ne vais pas me permettre de prendre une réaction avec la salle, mais vous pouvez échanger dans la pause tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous vous rapprochez des panélistes. Donc, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, j'ai pu noter 4 recommandations pour nos amis rapporteurs. Donc, un appel à diffuser les informations au profit des opérateurs parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je ne sais pas si ces informations parviennent, que ce soit du côté de l'ANME, du côté du bureau de mise à niveau, parviennent d'une manière efficace aux opérateurs économiques ou non. Donc, il faut intensifier les activités de diffusion de l'information auprès des opérateurs, accélérer le processus de transition pour améliorer la destination des pays, parce qu'aujourd'hui, l'un des critères de choix d'une destination, c'est les facteurs d'émission. Donc, les industriels choisissent les pays en fonction de leur performance environnementale. Donc, le troisième, c'est agir pour l'échange permanent des expériences et des bonnes pratiques. Je crois que Décarbomed, c'est un espace approprié. Il faut continuer à multiplier ce genre de forums pour aider les gens à accéder aux informations. Et la dernière, c'est accélérer la mise en place des conditions cadres. Comme a parlé Amine, la GIZ est là pour améliorer, pour aider les pays à mettre les bonnes conditions cadres en faveur de politiques d'atténuation qui pourront aider les opérateurs économiques à mettre en place facilement leurs projets de décarbonation. Je mets fin à mon intervention. Je passe la parole à Madame la Présidente, mais avant ça, je félicite tous mes panélistes, tous mes éminents panélistes pour leur respect du temps, mais aussi pour la qualité de leurs interventions. Et la parole à Madame la Présidente pour clôturer cette session. Fadel, Madame. Alors, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci à la salle pour la présence, toujours si importante en fin d'après-midi. Donc, merci à vous tous pour l'intérêt. Merci à ceux qui nous ont rejoints à travers en virtuel. Donc, il y a eu la contribution un peu de tout le monde. Mais je crois qu'il y a 2 mots qu'on reprend chaque fois. C'est le besoin d'un financement, même dans les pays les plus développés. Donc, le besoin d'un accompagnement financier adapté à ce mode d'investissement qui répond aux besoins des entreprises qui vont investir dans tout ce qui est décarbonation et surtout préserver l'accès au marché international. Je pense que cet effort de financement doit émaner essentiellement des pays les plus émetteurs de carbone, et on peut classer les 7 premiers mondiaux, disons un G7 ou un G8. Donc je pense que la solidarité ou la viabilité de la planète ou la prospérité de la planète doit passer par un effort des grands pollueurs. La politique des pollueurs-payeurs, c'est une politique internationale. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle doit se manifester pas à travers des taxes, comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt à travers des subventions, des fonds qui sont là pour aider les entreprises des pays du Sud, de l'Afrique, qui payent le prix
le plus lourd en matière de désertification, en matière de changement climatique et qui, par là même, donc, provoque des immigrations et des flux de déplacement de sa population. Et donc, ça déséquilibre un peu toute la planète. Et donc, au lieu de faire des efforts en matière d'espace pour limiter l'immigration légale ou pas légale, choisie ou pas choisie, c'est plein de termes qu'on utilise. Je pense qu'aujourd'hui, si la planète fait un geste avec un fonds important, avec des facilités importantes pour accélérer ce processus au niveau de l'Afrique particulièrement, je pense que le monde sera plus en paix et sera certainement beaucoup plus viable. On y gagnera tous. Et je pense que ce forum nous a permis de repérer à travers les expériences. L'expérience algérienne est très intéressante, l'expérience égyptienne, l'expérience portugaise, l'expérience en fait de tous nos partenaires finalement fait ressortir le même besoin, un besoin de plus d'équité, un besoin de plus de solidarité et un besoin d'aller beaucoup plus vite. Et je pense que si on conclut sur ces éléments-là, les recommandations de ce Décarbone-Med et le prochain en Algérie, j'espère l'année prochaine, vont nous permettre d'ici là de mettre un mécanisme beaucoup plus efficace que tout ce qui est taxes. Sincèrement, les taxes, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, c'est vraiment le mal que tous les industriels n'aiment pas. Et les gouvernements aussi n'aiment pas. Et donc, essayons de revoir les choses autrement et d'avoir des incitations plutôt que de la pénalité. Et donc, ne pas pénaliser les pays les plus performants comme les nôtres, qui sont exportateurs et qui sont performants. Donc, je pense que c'est un appel à tous ceux qui nous écoutent de faire autrement les choses et donc de primer ceux qui réussissent l'exportation et pour maintenir nos emplois chez nous et pour maintenir le développement de l'Afrique. Oui, je pense que c'est la priorité des priorités. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Place à la photo du groupe. Donc on va faire une photo avant de passer la parole au prochain panel qui devrait être modéré par mon ami Rafik Missaoui. هنا باش ما يصوروش قدموا شويه قدموا شويه شفت باش